Merci, professeur Patrice Ganon. Nous allons poursuivre, comme je vous ai dit, si vous avez des remarques à faire, vous les ferez tout à l'heure. Nous allons poursuivre cette conférence avec le professeur Francis Kwikwa. À vous, Francis. Une fois de plus, bonsoir à vous et bonsoir à tous ceux qui sont venus des 4 coins du monde pour cette grande rencontre qui est aujourd'hui devenue une habitude et qui rentre dans notre manière de faire, de célébrer et d'honorer nos aïeux, compte tenu de tout ce qui s'est passé dans la région dite Bamileke du Cameroun. Alors, ce que je vais partager avec vous ce soir porte sur un certain nombre de faits dont on ne parle pas assez concernant nos attitudes, nos comportements et tout ce que nous avons eu à vivre, n'est-ce pas, au Cameroun en général et dans la région Bamileke en particulier. Le thème que je vais de suite vous présenter porte sur le patriotisme des pères fondateurs du Cameroun, rempart contre le tribalisme hérité du colonialisme français. Je ne serai pas très long, je vais essayer de... C'est la plus grande bagarre que j'ai avec moi-même, parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais il faut bien qu'on sache pouvoir s'arrêter. Alors, je parlais du patriotisme, le patriotisme des pères fondateurs du Cameroun. Et comme le rempart contre le tribalisme hérité du colonialisme français. J'ai avec moi quelques clichés que je vais présenter. Je vais brosser très rapidement ces quelques clichés qui prouvent que les pères fondateurs du Cameroun, ceux-là qui ont jeté, n'est-ce pas, l'État-nation du Cameroun sur les fonds baptismaux, ont pensé à un vivre ensemble. N'en déplaise à ceux qui, à nos dirigeants, à ces élites qui n'ont rien à proposer à la population et qui, de ce fait, s'agrippent sur un certain nombre de faits, je veux dire, le tribalisme, pour pouvoir garder ou conserver le pouvoir. C'est quoi le patriotisme? Le patriotisme, c'est l'âme commune ou l'union des cœurs et des volontés qui se tisse au fil des générations par le souvenir de joie, les lions indomptables ont gagné, ou de souffrance, les lions indomptables ont perdu. Il est symbolisé dans le pays où on est né, auquel on appartient comme citoyen. C'est ça le patriotisme. Et nos pères fondateurs avaient déjà ça à cœur, connaissant que le Cameroun est une mosaïque des ethnies. Ils ont essayé, autant que faire se peut, d'utiliser cette mosaïque comme élément de force et non comme un obstacle. Et bien évidemment, l'administration coloniale française, lorsqu'elle arrive au Cameroun le 6 mars 1916,
après le départ de l'Allemagne, avait un seul objectif: comment utiliser cette mosaïque d'ethnies au Cameroun, comment les étudier avec des sociologues comme de la Rosière, qui a vécu à Bafoussam dans les années 20, et c'était un sociologue et qui a étudié de fond en comble, n'est-ce pas, la sociologie et l'anthropologie de l'homme bamileke. Alors ils vont mettre sur pied, ils vont dérouler sur pied, les Français, je veux dire, vont dérouler et mettre sur pied la politique gallienienne, la politique de Gallieni, qui consiste à surfer sur les difficultés, les querelles intertribales pour, n'est-ce pas, jouer les sapeurs-pompiers. Pourtant, ils sont des incendiaires. Donc, ils vont mettre sur pied cette politique gallienienne qui consiste à surfer sur les problèmes qui opposent les tribus, qui opposent, n'est-ce pas, les ethnies au Cameroun, pour, n'est-ce pas, surfer là-dessus et les opposer effectivement, présenter que ceux-ci sont bons pour le pouvoir, ceux-ci ne sont pas bons pour le pouvoir, ceux-ci sont paresseux, ceux-ci ne sont pas paresseux, ceux-ci sont trop travailleurs. Ils ne l'ont pas fait seulement au Cameroun, ils l'ont fait un peu partout dans leur colonie où ils sont passés. Le génocide rwandais n'était pas très loin de là. Il y avait les Tutsis, les Hutus, certains ont été présentés comme bons travailleurs et d'autres pas. Or, pour l'historien, il n'y a pas de tribu considérées comme bons travailleurs par rapport aux autres. Tous sont des travailleurs. Il suffit qu'on donne la même capacité à toutes ces tribus pour que les enfants de ces différentes régions puissent, n'est-ce pas, jouer pleinement le rôle dont on attend. Alors, je voudrais prendre le premier cliché. Le premier cliché que j'ai avec moi, c'est pour montrer le vivre ensemble. Pour montrer qu'au Cameroun, il y a eu un vivre ensemble qui ne date pas d'aujourd'hui. Je l'ai dit, c'est ceux-là qui sont en panne de propositions, de propositions, n'est-ce pas, des esquisses d'éléments de développement à la population et qui souhaiteraient conserver un pouvoir qui, n'est-ce pas, surfe sur la politique de Gallieni en Afrique pour pouvoir conserver ce pouvoir avec, bien entendu, l'usage de sa tribu, l'usage de sa race ou son ethnie pour conserver effectivement ce pouvoir. Le premier point porte sur, je vous ai dit, je viendrai sur quelques clichés, porte sur la médecine et la résistance sous maquis. Qu'est-ce que je veux dire là? Il y a eu des choses qui se sont passées pendant le maquis. Il y a des choses qui se sont passées et qui peuvent aider à bâtir le vivre ensemble au Cameroun. Et que le colon a commencé par cacher ces pans de l'histoire importantes. N'oublions pas, il y a des dévanciers, nous avons des frères qui ont eu à faire un travail sur l'histoire cachée. L'histoire, c'est bien écrit le titre, l'histoire cachée. Hein? L'histoire cachée. Quand on parle de caché, c'est pas quelque chose de... C'est pas un jeu. L'administration coloniale a mis les petits plats dans les grands, a œuvré pour que certains pans de l'histoire, pouvant construire le vivre ensemble et casser le tribalisme, ils ont œuvré pour que ces pans ne soient jamais connus. Je parlais donc de la médecine pendant la résistance, pendant, n'est-ce pas, la période du maquis ou du génocide bamileke.
En 1956, le secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, Lompondol Oumniobe, est victime d'une hernie qui l'étranglait. Il était pratiquement mourant. Alors dans sa forêt, dans son maquis de Boumniebel, il a envoyé des émissaires chercher un médecin de son temps, un médecin résistant. Beaucoup, pour ceux qui ont vécu à l'Ouest, devraient le connaître ou connaître ne serait-ce que sa clinique, Dr Tagne. Et Dr Tagne fut, n'est-ce pas, approché par des émissaires de Oumniobe pour lui dire que voilà la situation dans laquelle Oumniobe se trouve. Oumniobe était mourant. Et Oumniobe avait sollicité une seule personne, Dr Tagne, en plein maquis. Alors c'était un véritable, je dirais, un dilemme. Oui, il est malade, il a l'hernie qui l'étrangle. Comment est-ce qu'on doit faire? Il n'y a pas un plateau technique en plein forêt à Boumniebel. Il y a des lieutenants autour de Oumniobe qui ont demandé que Oumniobe soit, n'est-ce pas, opéré en plein brousse. Et Dr Tagne a refusé. Mais il était face à un dilemme. Si je laisse, on dira que je n'avais rien fait. Et si je m'hazarde en plein maquis de Boumniebel et il trépasse, on dira que Dr Tagne a tué Oumniobe. Je ne suis pas prêt à porter cette lourde charge. Non pas seulement moi, Dr Tagne, la tribu Bamileke portera cette charge à vie. L'histoire reconnaît souvent que Oumniobe fut trahi par quelqu'un qui était un bassa. Ça fait moins mal, puisqu'il était un bassa. Mais de savoir que c'est un Bamileke, ça ne finira pas. L'administration coloniale devait exacerber et le présenter chaque fois. Et ceux qui ont remplacé les colons devaient chaque fois le présenter. Encore même sans que cela ne soit pas passé ainsi. Est-ce que c'est si facile pour cette tribu? Alors, Dr Tagne a refusé. Et il était soutenu par la tortue. La tortue, c'est... le nom, c'est... c'est un nupéciste. Le nom m'échappe un peu. Qui lui aussi l'avait refusé. Qu'on ne peut pas aller opérer Oumniobe là où il se trouvait. Le nom va certainement revenir. Et qu'est-ce qu'on a fait? Cette personne dont le nom m'échappe, je ne veux pas fouiller toute cette paperasse, il a émis l'idée. Voilà comment on a sorti Oumniobe de la brousse de Boumniebel nuitamment. On l'avait habillé sous forme comme une femme, avec un cabas, avec un sac en main, le foulard sur la tête et ainsi de suite. Et on a ramené Oumniobe à Yaoundé, au quartier Lonkak de nuit. C'était le prisonnier le plus recherché des Français. Mais avec l'action, n'est-ce pas, l'action impériale de ses lieutenants autour de lui, de Dr Tagne et des autres, on va ramener Oumniobe à Yaoundé, en plein maquis. Et il passera 3 semaines. Il passera 3 semaines. Il sera opéré. Dans l'UPC, il y avait des soldats, des policiers
ils avaient 3 policiers qui étaient UPCistes, qui menaient la garde à distance. Et les choses se sont bien passées. Et curieusement, Oumniobé avait l'atout. Au moment où ça se cicatrisait, il avait l'atout. Il y avait un voisin qui venait chaque fois à la maison. Il demandait, mais il y a eu quelqu'un qui est en train de tousser dans cette maison. Et on dit, non, c'est mon beau-père, il est venu, il est malade. On n'avait jamais donné le nom. Pourquoi je raconte cette histoire? Je suis persuadé. Je dis, je ne voudrais pas me mettre à lire tout ça. Je suis persuadé que si nos frères Bassa du Cameroun pouvaient avoir une petite idée, parce qu'un homme comme Dr Tagne, quand un homme vous opère, c'est-à-dire il vous anesthésie et tout, il pouvait, qu'est-ce qu'il ne pouvait pas faire de ce malade en ce temps-là? Les gens, d'aucuns me diront que oui, il avait prêté serment d'Hippocrate. Oui, il y en a qui ont prêté. Il y en a qui ont prêté serment, mais qui ne respectent pas ce serment. J'ai commandé un livre sur les docteurs du nazi. J'ai vu ça à Holocaust Center. Les docteurs du nazi. Les docteurs du nazi. J'ai vu ce livre. Je l'ai commandé, c'est arrivé il y a de cela 2 ou 3 jours. J'étais en train de lire. Tous ces docteurs du nazi avaient prêté serment. Mais tout ce qu'on amenait à l'hôpital, ils étaient bons. Leur sort était scellé. Donc on ne peut pas seulement dire que oui, on avait prêté. Je disais donc que si les Bassa pouvaient imaginer qu'un Bamileke avait pris le risque d'opérer Oumniobé en plein maquis, il ne marcherait pas lorsque on dit il y a des marches à Yaoundé, à Douala, et que des gars Bassa en Kolmondo passent avec l'armée et la police et disent dans la maison s'il y a 2 gars qui ont marché, il y a 3 gars qui ont marché. S'ils connaissaient l'histoire de leur pays, ils ne feront jamais ça. Parce que ces gars qui marchent aussi pour eux. C'est pas seulement au Cameroun qu'on marche. On marche même aux États-Unis. Donc j'ai choisi ce cliché pour partager avec vous. J'ai un autre cliché qui porte sur le mariage exogamique. En 1951, Oumniobé, encore lui, se retrouve à Fumban et il est attaqué par les Fumbanais. Il reçoit, n'est-ce pas, des projectiles et il est blessé. Et dans sa fuite de Fumban vers Bafoussam, il fut conduit par un certain Jean Bouende. Jean Bouende est le maquisa, ce maquisa Bafang, qui, n'est-ce pas, avait passé quelques années au maquis. Pour la petite histoire, il dormait dans sa plantation dans un baobab, dans le tronc d'un baobab pourri. C'est là où il se cachait. Et Jean Bouende va recueillir Oumniobé pour le soigner. Lorsque Oumniobé va recouvrer la santé, en rentrant sur Bafoussam, il va tenir un discours, j'ai dit en 1951, où il va solliciter, il va demander, n'est-ce pas, à ce que les Camerounais privilégient le mariage exogamique. C'est-à-dire que les populations camerounaises, entre les tribus, ils doivent favoriser le mariage exogamique. C'est-à-dire les Bétis doivent épouser les Bamileke doivent épouser les Bassa doivent épouser, ainsi de suite, pour casser, n'est-ce pas, pour casser le tribalisme d'État que la France était en train d'exacerber. Et vous allez bien vous rendre compte, pour ceux qui vont rentrer dans l'histoire, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu beaucoup de mariages exogamiques. Il y a eu... j'ai quelques clichés ici. J'espère que je vais le trouver. Des clichés de ces mariages. Nous avons par exemple l'un des héros que nous
célébrons aujourd'hui Ernest Wandje. Son épouse, légitime bien entendu, fut Ngo Bissom, qui fut une femme bassa. Quand on parle de Marthe Wandje, c'est une femme bassa. Marthe Wandje est une femme bassa. Nous avons par exemple Moumié. Marthe Moumié est une femme boulou. Marthe Moumié, elle fut une femme boulou. Celle-là, elle vient de, ça ne fait pas très longtemps, comme elle est passée de vie à Crépa. Apparemment, il y a eu des mains obscures qui l'ont étouffée. Nous avons Ngapet. Nous avons Ngapet. Nous avons Ngapet. Marie-Irène Ngobillon dit Ngapet. Madame Ngapet, c'est une femme bassa. Nous avons Mokoko Priso, qui avait épousé une femme Betty. Ça, c'est toujours en réponse à ce que avait dit. Et il y a eu plusieurs. Nous avons encore Ernest Wandje, qui avait une concubine, Sainte-Marie. Sainte-Marie était de Ndiki Miniki. Peut-être s'il vivait, ce concubinage pouvait se concrétiser en un véritable mariage. Nous avons... je ne retrouve pas malheureusement ce bout de papier. J'ai toute une liste. Nous avons Fosso qui combattait dans le littoral. Il avait une série de concubines Bassa et Mbo. C'était pour... Comment faire pour briser le tribalisme d'État, n'est-ce pas, apporté par l'administration coloniale? Nous allons avancer avec un autre point. Monseigneur Mongo à Albert Ndormo. Monseigneur Mongo à Albert Ndormo. On n'a pas assez parlé de ça. Par Aïdjo, pour ce qu'on connaît, en 1964, le jour de son sacre, Ndormo avait tenu un discours de réarmement. C'était comme une mashkirovka, c'est-à-dire un plan à la russe.
Ndormo va se décider d'aller en brousse, d'aller au maquis pour faire ce que nous savons, parler et voir dans quelle mesure on pouvait ramener Wandjé à la légalité ou à défaut le sortir du pays. Mais avant ça, ce qui m'a amené à choisir ce point, il fallait faire quelque chose de très important. Et cette chose, c'était pour Ndormo, c'était de voir et de regarder ce que les autres ont fait par le passé, l'importance de l'histoire. Ainsi, Ndormo va se rapprocher de Monseigneur Mongo, Thomas Mongo. Ndormo va se rapprocher de Monseigneur de Thomas Mongo, qui, en 1957, Thomas Mongo, je veux dire, avait été commissionné par Pierre Desner au marquis de Boumniébel pour aller parler à Boumniébel et le ramener dans la légalité. Merci. Alors, Ndormo va aller donc vers Monseigneur Mongo pour lui dire, voilà ce que le boss me demande de faire, le président. Et Thomas Mongo donnera à Monseigneur Ndormo le conseil qui va retarder, n'est-ce pas, son départ sur la terre de ses ancêtres. Thomas Mongo va dire, c'est bien, mais ne va pas en brousse. On savait que Ndormo allait souvent au maquis, mais cette fois-là, en allant, il va maintenant avec le quitus du gouvernement. Ne va pas à la recherche de Ndormo, de Wandjé, sans le sauf-conduit. Le sauf-conduit est une espèce de laisser-passer. Alors, quand Ndormo rentre, il pose la question du sauf-conduit. L'administration camerounaise va d'abord hésiter, mais par la suite, Ahidjo va demander qu'on lui signe un sauf-conduit. Ce sauf-conduit, je ne peux pas vous dire là où ce sauf-conduit se trouve. Chouankap, l'un de mes collègues qui est aussi bien enraciné dans le domaine, d'ailleurs qui a fait sa thèse sur Monseigneur Ndormo, on ne peut pas dire où se trouve le sauf-conduit. L'histoire semble avancer que Ahidjo, même paix à son âme, Saddam, avançait chaque fois. Ahidjo ne voulait pas porter le sang d'un évêque sur sa main. Mais tout ce que Ndormo avait subi, était déjà présagé que Ahidjo avait un plan. Ce n'est pas le plan d'Ahidjo, c'est le plan de l'administration coloniale française. Ceux qui les avaient tellement créés d'ennui au Cameroun, contrairement au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, partout, au Cameroun, c'était les Bamileke. Et il fallait, toutes les têtes Bamileke devaient sauter. Et il fallait trouver, quand on veut faire sauter ta tête, il trouve la raison qu'il leur faut pour faire sauter cette tête. Et Ndormo faisait partie de cela. On va signer le sauf-conduit et remettre en Ndormo. C'est Saba Leko qui va remettre en présence de le ministre de l'administration territoriale, donc Nkwayep et non-Nkwayep, en présence de non-Nkwayep, on va lui remettre ce sauf-conduit. Quand il reçoit le sauf-conduit, il est question que ce sauf-conduit, qu'on le retire, qu'on le subtilise. Mais l'homme était ce qu'il est, on n'a pas pu trouver le sauf-conduit. Toute l'archevêché de Nkonsamba
avaient été bêchés. Les pieds de cacaoyer, les pieds de caféier avaient été bêchés. Les collatiers, ils ont grimpé pour fouiller. Ils n'avaient jamais dit qu'ils cherchaient le sauf-conduit. On cherche un document là. On ne donnait jamais, on ne disait jamais que c'est le sauf-conduit. Parce que c'était la condition pour faire mourir Ndormo. Et on n'a pas trouvé le sauf-conduit. Et c'est grâce à qui? C'est grâce à Thomas Mongo. Les conseils de Thomas Mongo. Le vivre ensemble. Les conseils de Thomas Mongo. S'il n'avait pas réussi ces conseils, peut-être les choses se passeraient autrement. Parce que ce qu'a vécu Ndormo, parce qu'il y a des étapes, quand on vous fait passer à toutes ces étapes, et à la fin, on vient dire qu'on vous a gracié, bon, ça pose des questions. Donc le sauf-conduit n'avait pas été trouvé. Une maison a été dynamitée en plein midi à Tchang. Dans cette maison, Ndormo y allait parce qu'on croyait que le sauf-conduit était dans cette maison. On n'en parle pas trop de ça. Mais voilà des éléments sur lesquels nous pouvons, j'ai décidé, n'est-ce pas, d'échanger avec vous ce soir pour qu'on sache que les pères fondateurs du Cameroun avaient quand même une qualité, celui de voir le Cameroun comme étant notre mère patrie par rapport aux colons. Donc, pour me résumer sur ce petit point, grâce au conseil de Thomas Mongo, un Bassa, Ndormo a eu la vie sauve. Là où Aïdjo était allé avec Ndormo, ce n'était pas pour faire marche arrière. C'est qu'à la fin, on ne voyait pas le sauf-conduit. Si on le met au poteau, et à la fin, on voit le sauf-conduit signé par vous, qu'est-ce que vous allez dire? Or, leur problème, c'était d'attraper le sauf-conduit. S'ils avaient mis la main sur le sauf-conduit, Ndormo, on ne parlerait pas de Ndormo. L'histoire où on vous dit que Aïdjo ne voudrait pas le sang du pasteur sur la main, ça c'est des conneries. Avec ce qu'il a subi, toutes les menaces, toute la torture, un prélat qu'il a eu à suivre. Et il est allé, on l'a envoyé à Tcholiré. Il a fait la prison de Tcholiré. Le simple fait même de faire la prison, les 5 ans qu'il a passé en prison, c'était souillant. Dans ma langue, on dit que la honte dépasse le deuil. Que la honte dépasse le deuil. Faire ça à un prélat, ça veut dire qu'il y avait un agenda caché. Mais il ne pouvait pas aller jusqu'au bout. Il ne pouvait pas aller jusqu'au bout. Et le Vatican n'avait pas aidé Ndormo. Et il y a les histoires où on dit que non, le pape a dit que tu es mon Seigneur, tu es Ndormo, laissez-moi, on ne sait jamais. Le Vatican avait choisi le côté de l'argent. Et le côté de l'argent, c'était le côté du gouvernement. Pour un prélat, on peut en fabriquer d'autres. Ça, c'était un point. Je voudrais aussi relever un autre point, toujours dans le vivre ensemble. Nous avons Alexandre Ndumba, c'est comme cela que ça s'écrivait. Alexandre Ndumba Douala Mangabel. Alexandre Ndumba Douala Mangabel, fils du roi Rudolf Douala Mangabel. Alexandre Ndumba Douala Mangabel est de la génération de Moumié, de Wandje, de Oumniobe. Il ne faut pas souvent les confondre. Quand vous amenez Rudolf Douala Mangabel, non. Rudolf Douala Mangabel est de la génération de Martin Paul Samba et des autres de Njoya, par exemple. Voilà leur génération. C'est 2 générations différentes. Parfois, il y a souvent cette confusion-là. Alexandre Ndumba Douala Mangabel est chassé de Douala en 1956. Il perd les élections, les élections municipales. Et un autre Bamileke, Pierre Nguéwan, le ramène à Bafoussam. Aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est aller chez vous, aller chez vous, aller chez vous. Mais c'est des petits points comme ça qu'il faut
exceller. Mais ce n'est pas ceux qui nous gouvernent qui peuvent exceller cela. Et Alexandre Ndoumba Douala Mangabel va, n'est-ce pas, gagner les élections à Bafoussam pour devenir député à Bafoussam. Au moment où on l'a chassé à Douala, dans sa ville. Je dis, je ne veux pas lire, c'est long. J'ai écrit là, je vais certainement le publier. Donc, Alexandre Douala Mangabel a été à un moment donné chassé de Douala, sa ville, pour se retrouver en plein cœur des montagnes Bamileke. Et Pierre Nguéwan et les autres vont œuvrer pour faire de lui député camerounais. En retour, il va œuvrer pour faire de Nguéwan sénateur français. Nguéwan fut sénateur français. Et c'est Douala Mangabel qui va peser, puisque chez les Français, il avait du poids, comme on dit souvent. Il va œuvrer en retour pour que Nguéwan soit sénateur français. Bien entendu, comme représentant du Cameroun. On n'est pas seulement sénateur il n'est pas sénateur français pour la France, il est sénateur français pour le Cameroun dans l'Assemblée française au Palais Bourbon. Pour gagner en temps, ça c'est un point que je voudrais partager avec vous, pour qu'on sache. Je suis persuadé que si les Camerounais, les Douala, peuvent imaginer cela, ceux-là qui disent allez chez vous, allez chez vous, allez chez vous, c'est parce qu'ils ne savent pas comment les pères fondateurs de la nation camerounaise, ce qu'ils avaient dans la tête. Ça, ce sont des petits clichés qui montrent que quand on veut bâtir un État fort, ces clichés-là, on l'exalte. Mais quand on est là uniquement pour la conservation de pouvoir, ces clichés, on le cache. On ne souhaite pas qu'on sache. On le cache. On le met très loin. Je vous ai dit que pendant les marches, on a vu des gens marcher et dire, dans telle maison, il y avait 2 marcheurs, il y avait 3 marcheurs ici, il y avait 4 marcheurs là. Mais s'ils pouvaient imaginer qu'un jour, celui dont ils célèbrent et veulent s'en approprier, parce que Oumniobé n'est pas la propriété de Bassa, c'est la propriété du Cameroun. Quand vous allez en France, il y a... c'est où là je crois c'est à Matignon. Quand on parle du père, le père de l'indépendance du Cameroun, c'est pas Aïdjo, c'est Oumniobé. Effectivement, c'est lui. C'est Oumniobé, le père de l'indépendance du Cameroun. Les Aïdjo sont des usurpateurs. Parce que vous ne pouvez pas refuser quelque chose. Vous refusez, vous reniez l'indépendance. Et en fin de compte, c'est vous qu'on met devant. Bon, un autre cliché et pas les moindres. Nous avons Ernest Ouandié, un stratège animé par le patriotisme humanitaire face aux officiers français en peine. Nous sommes en plein maquis. Nous sommes en plein maquis et les soldats français, ils étaient soldats français, c'était des Camerounais. Ils tombent donc dans une embuscade tendue par les combattants camerounais, dont les maquisards. En réalité, ce jour-là, on a des Saint-Syriens qui devaient mourir. Si Ouandié n'était pas dans cette troupe, ces soldats camerounais, ces officiers camerounais formés à Saint-Cyr, ils ne devaient pas résister. Et Ouandié a demandé, ne tirez pas. Makembe Tolio, j'ai eu la grâce de le rencontrer, même comme il ne m'avait pas accordé beaucoup de temps. Makembe Tolio est le premier secrétaire de Oumniobé, de Ouandié. D'ailleurs, c'est à partir de là que Ouandié va envoyer Makembe Tolio au maquis
au maquis Nanga Eboko. Le maquis Nanga Eboko. Au maquis Nanga Eboko. Le maquis Nanga Eboko était la Menois. Il y avait une sorte de codification connue par l'état-major de l'ANLK, l'Armée de Libération Nationale du Cameroun. Quand on te donnait la lettre que va donner à Nanga Eboko, tu prends la lettre, tu vas à Tchang. Va donner à Bassa 2, tu prends la lettre pour Bassa 2, tu vas à Bamendjou. Eux, ils savaient. C'était pour désarcer l'armée. Va donner cette lettre. On vous donne une lettre comme celle-ci. On vous dit, va donner cette lettre à Bafia 3. Bafia 3. La personne prend la lettre et prend la direction de Ntonga. Tous les maquis étaient codifiés. Et ceux qui y travaillaient savaient où est-ce qu'il faut aller quand on te donne la lettre ou bien quand on te donne une information. Alors je disais que Ernest Ouandié, dans leur déplacement, lorsqu'ils combattent, ils vont avoir affaire aux officiers camerounais formés à Saint-Cyr, dont les meilleurs, comme les Pierre Semengue, qui n'était pas encore général, comme les... d'ailleurs, ils sont nombreux. Et ils se sont retrouvés quelque part où, j'ai dit, pris dans un traquenard, les maquisards devaient tous les tuer. Ouandié a demandé de ne pas tirer. Demain, lorsque la paix va revenir, on est obligé de travailler avec eux. C'est un acte de patriotisme. C'est un acte d'humanité et de patriotisme. J'ai défini le patriotisme comme étant quoi? L'âme commune ou l'union des cœurs et des volontés qui se tissent au fil des générations par le souvenir de joie et de souffrance. Symbole du pays où on est né, auquel on appartient comme citoyen. Ouandié a dit, Hal, ne tirez pas. Il y a quelques soldats, quelques officiers aujourd'hui qui ont témoigné par rapport à ça. Ce n'était pas seulement les tueurs on tuait pour tuer, non. Si oui, et je comprends aussi le colon. Le colon, vous devez avancer ça. Aujourd'hui, nous avons célébré, voilà, un homme comme Mandela. Mais Mandela, quand il combattait, on l'appelait Makiza. On l'appelait, on savait que c'était des tueurs, mais on l'a célébré. Parce qu'à la fin, leur combat avec l'ANC a porté. Les Ben Bella en Algérie, c'était des maquisards. Bouteflika est le dernier, pas le dernier. Il y a encore d'autres, même dans ce régime actuel. Mais Bouteflika c'est l'un des grands maquisards algériens. Abdelaziz Bouteflika. Mais quand ils combattaient, qu'est-ce qu'on disait? Que ce sont les maquisards, tout ce qu'on leur réservait, c'était la mort. Il faut tuer, il faut les tuer, il faut tuer. Mais, en fin de compte, on a vu que c'était des porteurs de développement. Des véritables porteurs de développement. Nous avons, très rapidement, nous avons aussi l'action de Maoundé. Maoundé. Très peu de Camerounais peuvent connaître ce nom. Maoundé. Maoundé est un nordiste de Garoua. Il fut un nupéciste dans le sang. Et il va combattre à Idjo pour de vrai. Maoundé va combattre à Idjo pour de vrai. Si vous voyez à peu près ce que les vrais opposants du Cameroun actuel subissent, c'est un peu ce que Maoundé avait subi avec Aïdjo. Tout ce qu'on voulait, c'était sa mort. Maoundé,
Les Singamatins qui ont été à la tête de l'ANK, l'armée de libération du Cameroun, étaient commerçants à Maroua au départ. C'est des commerçants. Et les Singap ont été protégés, cachés par Maoundé à Maroua, à Garoua. À Garoua, pas à Maroua, à Garoua. Donc grâce à à Maoundé, il y a des UPCistes dans le nord qui ont été protégés. N'oubliez pas, je vous parle des éléments de l'unité du vivre ensemble. Ça, c'est des éléments du vivre ensemble. C'est Maoundé qui cachait les UPCistes. Les commerçants bamileke, pour la plupart, étaient des UPCistes. Même dans le nord, c'est Maoundé qui les protégeait. Jusqu'au jour où le Lamido de Garoua et toute son armée vont sortir et semer la zizanie dans la ville. On va bastonner. Il est là? Ok. On va bastonner et tuer un bon nombre. Ces Bamileke UP6 vont fuir pour entrer dans le sud. Avec en arrière-pensée l'idée d'une vengeance. Or, les Mbororo, dont un bon nombre venaient du Nord Cameroun, étaient déjà dans les régions Bamileke. Il y a eu une volonté de vouloir se venger. Mais au nom de Maoundé, aucun Mbororo ne fut touché. C'est le vivre ensemble. Donc, grâce à l'action de Maoundé, on a sauvé des vies dans la région Bamileke avec les bergers Mbororo qui étaient là. Les bergers Mbororo sont arrivés dans la région Bamileke en 1919-1920, à la fin de la Première Guerre mondiale, à la recherche des pâturages. Et les chefs les plaçaient au niveau des frontières des chefferies. Et ils étaient là comme les yeux et les oreilles du chef. Quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, il grimpait sur son cheval et courait à la chefferie, dit voilà, il s'est passé ceci, il s'est passé cela. L'action des Mbororo dans nos chefferies, comme vous voyez là-bas à l'ouest. Certains sont devenus aujourd'hui des westerns, donc les habitants de l'ouest. Ils n'ont plus un autre village que là où ils sont. Dans l'Ondé, dans le Bamboutos, et même dans la Main Noire, ainsi de suite. Ils sont là. Donc je soulève ce point-là pour montrer l'action patriotique de quelqu'un qui a fait quelque chose de très important en son temps. Il a fait quelque chose de très important en son temps. Et il faut que je le signale, tout à l'heure, là même dehors, je parlais avec le professeur Ngana. On a toujours tendance à relever l'histoire du laisser-passer. Oui, le laisser-passer, c'est quelque chose d'important. Mais il y a eu pire que le laisser-passer. Il y a eu, par exemple, le certificat du refoulement. On n'en parle pas souvent assez. C'est-à-dire, on vous retrouve au marché de Garoua, on vous retrouve au marché de Bolova, on vous retrouve au marché dans votre boutique à Samelima. Tout de suite, on vous met dans le cas Saviem. Direction ton village. Tu ne prends rien. Et il pille toutes ces richesses. Ça s'est passé. Et pour que tu arrives dans ton ouest natal, il faut présenter le certificat du refoulement. Si tu ne le présentes pas, tu vas d'abord en cellule. Tu vas en cellule. Et ta boutique, ta marchandise a été systématiquement pillée. Il y a beaucoup qui ont perdu de l'argent. Parfois, les frères sont restés, c'est les frères qu'on n'a pas rapatriés, étaient obligés de courir à la maison, prendre ce qu'ils peuvent prendre. Le certificat de refoulement. J'ai des photos, certainement demain, je vais vous présenter des cas Saviem qui reviennent de la région du centre-sud, comme on appelait, avec plein de populations à l'intérieur. Certains arrivaient là, sans babouche, sans partout où on vous prend. Et je dis la majorité étaient des commerçants et des planteurs.
Quand on vous prend, tout est fini. Et c'est pas un fait du hasard, c'est une volonté construite. Vous avez passé 20 ans, 15 ans, 30 ans, tout ce que vous avez bâti comme fortune, on vous prend là au marché, vous ne prenez rien. Ok, je termine rapidement avec le chef Sokunju. Le chef Sokunju est, n'est-ce pas, ce roi qui, j'ai dit ici, le chef Sokunju et son adoption par le chef Betty de Bikok, un acte historique contre le tribalisme. Vous le savez, il s'exprime dans cette langue Betty comme un fils Betty, parce que le Betty c'est une langue camerounaise. Mais je soulève ça pour vous montrer des éléments sur lesquels on devait s'appuyer pour présenter le vivre ensemble. On a vu le roi, le sultan Joya, qui avait été envoyé en exil à Yaoundé. C'est le roi Charles Atangananchama qui l'avait porté de bout de bras. C'est des choses qu'on doit présenter aux Camerounais. Est-ce qu'on en fait assez? Non. On n'en fait pas assez. C'est au pas de course, je peux pas rentrer dans certains détails. Et mon dernier point, c'était la cohésion du territoire, ou le refus du développement par la coloniale. Le cas des chaînes de montagnes Bamileke. Ce qu'on voit là, ces chaînes de montagnes là, c'est un construit de Mesmer, Pierre Mesmer et il y a un autre là. Ces deux personnes qui ont décidé de déconstruire la carte géographique du Cameroun. Les zones comme Ndjiki jusqu'à Makenene, tout ça, c'était l'ouest. On a essayé de réunir et de réduire les Bamileke sur des chaînes de montagnes. Et on les oblige à aller à la conquête des terres cultivables, parce que c'est d'abord aussi des cultivateurs. Et partout où ils vont, on les appelle les allogènes. C'est un construit volontaire. Quand vous voyez la ville de Rouen en France, n'a pas de port. Il y a Rouen et nous avons la ville de Rouen. Je parle de la ville de Rouen. Oui, n'a pas de port. Mais la ville du Havre, on va construire un port fluvial dans le Havre. Et les produits vont transiter dans le Havre, sortant de Rouen, pour le grand port. C'est la même chose. La zone de Yabassi devait constituer un port fluvial. Et c'est à partir du port fluvial de Yabassi que les produits de l'ouest de la région Bamileke devaient passer par là pour le port de Douala. C'est le plus grand raccourci. Il n'y a pas de route là-bas. C'est volontaire. Et on va couper les territoires dans l'Ondé, la partie du nord, pour le rattacher dans le littoral, dans l'Onkam. Ce sont des régions de l'ouest. Ça a été un construit volontaire. Tout l'Ombam, c'est plus de 400. Ces superficies-là ici, c'est des grandes superficies qui devaient servir de lieu de culture. Mais on l'a fait exprès et maintenir la région dans les montagnes. Et chaque fois quand vous sortez, on dit « Oh, vous êtes halogène. Oh, vous êtes des halogènes. Vous êtes... » Et ainsi de suite. Et on s'assure d'aller mettre les questions d'halogénéité et d'autonomie dans la Constitution. Parce qu'on a un agenda bien caché qu'il faut faire prévaloir. Bon, je vais devoir m'arrêter. Merci beaucoup pour votre attention.